Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. J'essaye de mettre un peu de lumière. Voilà. Car la journée à Paris n'est pas très claire. Le soleil est parti pendant quelques instants. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à un sujet qui pourrait paraître négatif. Il faut être positif, mais de temps en temps, il faut regarder ce qui est négatif. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, c'est les erreurs à éviter dans la recherche d'un job et les outils qui mènent au succès de ces recherches, qui sont la réciproque des erreurs à éviter. Alors pourquoi j'ai choisi cela? La première, c'est que j'ai fait deux vidéos que j'ai mis en pièce jointe d'ailleurs de ce webinaire. L'une, c'était sur les 6 raisons d'échec les plus fréquentes des recherches de postes de cadres supérieurs et de dirigeants. Et bien sûr, ne restons pas sur notre fin de ces 6 raisons majeures d'échec. J'ai fait une deuxième vidéo que je joins également, très courte d'ailleurs, dans laquelle j'examine les 8 antidotes qui permettent de régler et d'éviter ces erreurs. La deuxième raison, je n'applique pas les conseils que je donne, j'ai laissé mon téléphone ouvert. La deuxième raison, c'est que j'étudie tous les conseils qui sont donnés dans le monde sur le sujet de la recherche de postes de cadres supérieurs et dirigeants, que ce soit l'Australie, les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne et tous les pays qui sont susceptibles d'avoir étudié le problème. Ben, celui où on a étudié le plus le problème, c'est aux États-Unis. Quand j'ai commencé dans la chasse de tête dans les années 70, la chasse de tête existait depuis 40 ans ou 30 ans aux États-Unis. Elle avait été développée bien avant de se développer en France. Et d'ailleurs, on a démarré en France avec les filiales des sociétés américaines basées en France. Et quand les Français ont vu que ça marchait, ils sont venus. Mais au début, il n'y avait absolument pas de clientèle française. C'était nouveau, c'était un peu bizarre d'aller débaucher les gens sur le marché ou d'embaucher des concurrents. Ça ne se faisait pas. C'était une vision, j'allais dire, du 19e siècle ou bien de la première partie du 20e siècle. Et comme je vais un peu partout glaner des informations, j'ai décidé d'avoir une architecture ouverte et de vous présenter ce que pensent les autres et pas simplement de ce que je pense. Un peu comme dans la finance, on doit vendre les produits financiers non pas maison, ceux qu'on a développés soi-même, mais vendre les produits financiers des autres banques. Il faut avoir une ouverture générale. Et dans mon cas, j'ai identifié une dizaine de personnes aux États-Unis qui réussissent considérablement, et parfois d'ailleurs, je vous ai cité les noms de certaines de ces entreprises, comme par exemple le groupe Rose, R-O-S-E, qui est un groupe à New York, qui donne des conseils en matière de recherche de job. Et je suis tombé l'autre jour sur un article qui fait 110 pages, hein, c'est pas du tout un petit truc, qui s'appelle Les 23 façons de saboter sa recherche de poste de cadre supérieur. Vous voyez, titre challenging à l'américaine.
je mettrai en annexe de ce webinaire cet article qui est assez indigeste, mais qui est remarquable et qui a rassemblé de façon pratiquement exhaustive toutes les erreurs qu'on peut faire, possibles et imaginables, en matière de recherche de job. Vous prendrez ce que vous voudrez. Le sujet, on abordera tout à l'heure, couvre environ une dizaine de chapitres d'erreurs possibles. Je n'irai pas dans le même détail. Je ferai une synthèse simple que vous pouvez retenir. Sinon, on se noie dans des informations qui finalement ne servent plus à rien tellement il y en a. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord resituer où nous en sommes. Quel est notre parcours? Qu'est-ce que vous allez, vous qui vous êtes inscrits récemment ou pas récemment, faisons un résumé d'où vous en êtes. De ces 5 étapes, 25 modules, qui, à mon avis, si on les remplit bien, permet de découvrir le job de ses rêves. Je vais donc rappeler ces 5 étapes avec pour but de vous encourager à avancer vers la découverte et la négociation de votre futur poste selon vos compétences. Alors, à guise d'introduction, je vais aborder les 5 étapes sous cet angle-là. Alors, la première étape, vous la connaissez maintenant, c'est l'auto-évaluation. Alors, l'auto-évaluation, il ne faut pas la faire durer trop longtemps. Il faut la faire durer juste le temps qu'il faut pour que vous soyez convaincu d'avoir fait le tour de la question. Je ne vous dis pas assez de lumière. Les gens peuvent se tromper sur leur auto-évaluation. Ils peuvent mal se calibrer. Je vous donne un exemple. Telle personne peut croire qu'il est un entrepreneur et que c'est très facile de créer une entreprise. Il n'y a rien de plus faux. Être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des idées d'abord. Ces idées il écoute les gens qui détruisent son idée au lieu de toujours se croire insulté parce qu'on ne partage pas ses opinions. Il faut qu'il ait une vision très objective de son plan. Il faut qu'il soit très organisé, qu'il cherche des associés, qu'il cherche des financements. Il faut qu'il ait une persévérance et une pugnacité énorme contre l'adversité, y compris celle de sa famille, de ses amis, qui lui disent ne va pas t'embarquer dans cette affaire. Donc, n'est pas entrepreneur qui veut. Et pourtant, vous avez des gens qui vous jureront qu'ils sont entrepreneurs. Eh bien, il faut vérifier. Les compétences techniques, on les a ou on ne les a pas. Ce n'est guère contestable. Si on a une carrière de 15-20 ans dans un domaine et que chaque fois on a été promu, c'est que techniquement on était valable. Mais plus on monte, plus il faut des qualités qui ne sont pas techniques. Il faut des qualités de stratégie, de vision de l'avenir, de faire partager cette vision par ses associés et ses collaborateurs, être capable de répondre aux adversités et aux événements négatifs qui se produisent régulièrement. Et dire comme Nelson Mandela, j'ai eu un échec, donc j'ai appris. Au lieu de dire j'avais raison et de vouloir se perpétuer orgueilleusement dans son erreur. Bref, l'auto-évaluation n'est pas si simple que ça. Il faut que vous la testiez, il faut que vous pouvez réussir, les valeurs que vous avez. Il ne faut pas négliger cette étape.
De là, vous allez engendrer le ciblage. Alors l'erreur la pire, c'est d'avoir un ciblage trop court, car il ne faut pas éliminer, pour des raisons techniques, de cibler dans des métiers parallèles ou similaires, ou cousins, germains, ou même très éloignés, mais qui impliquent les mêmes qualités. Et le ciblage peut s'orienter en amont, auprès de fournisseurs, et en aval auprès de distributeurs, et en parallèle dans d'autres pays, ou dans d'autres géographies, ou dans des produits différents. Le ciblage doit surtout s'orienter vers des sociétés de croissance, ou des sociétés dont les valeurs correspondent avec les vôtres, et où tous les matins, quand vous allez travailler, c'est un plaisir. Vous avez hâte de rencontrer vos amis et collaborateurs et de passer une journée sur les projets sur lesquels vous travaillez. Si c'est une routine dans un ennui mortel, c'est surtout pas ça qu'il faut. Et souvent, on est tenté par des illusions, des grands titres, des bureaux, de la rémunération, qui est souvent un piège. Bref, le ciblage implique que vous devez demander conseil aux gens qui vous connaissent pour voir les métiers dans lesquels vous pourriez réussir. J'ai donné l'exemple de ce journaliste qui avait un job médiocre de journaliste boursier, mais qui en fait, parce qu'il est devenu un excellent banquier d'investissement en matière d'obligations et a vendu les services d'une banque, une des premières banques françaises à Londres, en matière d'obligations, où il allait voir les trésoriers de divers États européens, leur proposer des émissions d'obligations très importantes, accompagné de tous les techniciens de la banque, mais lui connaissait très bien la bourse, la technique, les obligations, comment évaluer un banquier d'affaires parmi les plus rémunérés de sa génération. Et il avait 30 ans. Donc vous voyez, l'option peut stratégiquement être extrêmement payante car elle engendre un ciblage créatif basé sur vos qualités et vos talents et non pas sur le secteur professionnel qui n'aurait rien donné. Il serait resté dans les médias, les gens s'en fichent de ses compétences boursières. En revanche, dans la banque, ses capacités moi j'appelle ça de l'entrisme, capacité d'entrer dans des organisations, très peu de gens en sont doués à ce point. Ils pouvaient entrer n'importe où. Alors le point 3 des conseils que je donne pour trouver un poste, c'est l'approche. Et l'approche, les gens butent là-dessus. Car leur éducation leur a appris la réserve, être réservé, être poli, ne parler que quand on vous interroge. Toute l'éducation des enfants repose là-dessus. Heureusement, on s'en dégage maintenant, mais souvent on dit d'un enfant de 10 ans qui pose une question intelligente, on lui dit tais-toi, tu verras quand tu seras grand, ou je sais pas. C'est une éducation épouvantable, à rebours. Il faut laisser s'épanouir les gens et faire en sorte que plus tard dans la vie, ils soient capables d'appeler les gens, des inconnus, d'engager des conversations et d'être un petit peu comme tous les vendeurs. Ils prennent un téléphone, ils appellent quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, ils appellent à froid, ils demandent, comme je l'ai appris dans la formation pour devenir chasseur de tête, il y a belle lurette, bonjour, est-ce que je vous dérange? Sinon, quand puis-je vous rappeler? J'ai un projet passionnant dont j'aimerais vous parler, vous demandez conseil. Il concerne tel sujet attractif pour l'interlocuteur. Je ne vous prendrai pas longtemps. J'ai 2, 3 questions à vous poser. Oui, je suis en train de rechercher un travail, mais enfin, j'aimerais surtout obtenir vos conseils et vous envoyer une petite note de confirmation d'entretien. C'est ça que font
les grands vendeurs, mais vous pouvez le faire aussi. Et il existe des formations à l'appel à froid. J'en ai donné dans le temps, mais je peux en donner à nouveau. Moi, je donne Udemy, UDEMY, qui pour 10 euros vous donne une formation avec 15 étapes pour apprendre à gérer les appels téléphoniques avec des inconnus. Mais ce n'est pas notre organisation qui va appeler vos cibles. Les cibles, elles dépendent des sources que vous allez interroger, qui vont vous dire, mais ça, pour toi, tu devrais essayer telle société, vous allez faire du réseautage, il faut passer d'une entreprise à l'autre, et vous devez approcher une dizaine, une vingtaine d'entreprises. Vous pouvez le faire par lettre, mais c'est beaucoup plus pauvre. Il faut accompagner la lettre d'un coup de téléphone à un moment donné, et il faut savoir gérer les appels téléphoniques. La dernière étape que je voulais parler, c'était les interviews. Les gens échouent parce qu'ils ne savent pas gérer les interviews. Ils ne savent pas contrôler la conversation, transformer des questions en retournant une question complémentaire assez habilement pour faire parler l'entreprise qui vous interviewe, créer une égalité de rapport, créer d'ailleurs la curiosité. On dit, cette personne m'a posé de bonnes questions. Et il avait raison, j'étais d'ailleurs embarrassé. Ce candidat est quelqu'un de très remarquable. Il faut laisser une impression de ce type. Si vous répondez aux questions bêtement, comme un élève par rapport à son professeur, voilà, qui était Nabucodonosor, vous dites qui était Nabucodonosor, et puis c'est tout. Vous avez répondu, vous avez une bonne note. Mais c'est pas du tout. Il faut savoir poser les bonnes questions et faire rebondir la conversation sur des sujets qui vous intéressent et vous mettent en valeur. On va donc maintenant aborder la douzaine des principaux chapitres d'erreurs. Je ne veux pas vous orienter vers la lecture qui est en annexe. Elle est exhaustive, elle couvre toutes les erreurs qu'on peut faire, mais ça couvre à peu près toujours les mêmes chapitres. Je prends la liste du recrutement. Le recrutement d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le recrutement de l'an 2000 ou 2005. Ça a évolué. Or, beaucoup d'entre vous, j'en ai vu quelques-uns cette semaine, n'ont jamais cherché d'emploi. Ils ont pris un poste à la sortie de l'université ou de l'école d'ingénieur. C'était en 1981 ou 90. Puis ils ont fait, à l'âge de 45 ou 50 ans, le besoin de s'épanouir ailleurs. Ils voient que leur entreprise ne va pas leur apporter ce qu'ils désirent. Et donc, ils négocient leur départ et nous confient la tâche de les conseiller. Mais ils n'ont jamais rédigé de CV, ils n'ont jamais rédigé de lettres de motivation, ils n'ont jamais fait de page LinkedIn, ils n'ont jamais fait d'appel téléphonique, ils n'ont jamais ciblé les entreprises. Ils étaient dans leur entreprise à eux, il n'était pas question de chercher ailleurs. Et donc, ils se raccrochent à ce qui se passait de leur temps, c'est-à-dire en 1990, à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable efficace comme aujourd'hui, et l'informatique, des évaluations faites selon certains critères, tout a évolué. Donc, il faut se mettre à jour et trouver quelles sont les méthodes d'aujourd'hui des recherches de jobs. Ça, c'est un premier chapitre. Un autre chapitre consiste à bien cibler et ne pas croire qu'on est bon pour ceci alors qu'on n'est pas bon pour ceci. Il faudrait se poser des problèmes. Est-ce que je ne devrais pas essayer ça? Personne ne peut vous le dire, il n'y a que vous et vos conseillers qui peuvent le dire.
Par exemple, vous pouvez détester la vente finalement. Vous avez été un bon directeur commercial, vous avez joué le jeu, peut-être qu'il faudrait aller aux achats, ou peut-être qu'il faudrait aller à la direction générale d'une petite division. Parce que vous savez diriger les gens, ça ne vous intéresse pas de négocier les conditions, d'inviter à déjeuner des acheteurs étrangers, etc. Ce qui vous intéresse, c'est peut-être la stratégie d'entreprise et comment faire progresser l'entreprise où vous vous trouvez. Nous recommandons aux gens de développer leur image. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je ne vais pas développer mon image, je suis qui je suis. Je n'ai pas à raconter des histoires sur mon image. Et pourtant, oui, car le savoir-faire est très bien, mais le faire savoir, car vous vous adressez à quelqu'un qui vous demandez s'il a une opportunité de s'associer avec vous. Alors là, il y a la question des feuilles de papier, au fond, des curriculum vitae. Les gens font un curriculum vitae comme une biographie de présentation de quelqu'un lors d'une conférence. Ils prennent dans le sens chronologique leur diplôme, leur adresse, et ils mettent les divers postes qu'ils ont eus. Ça n'a qu'un intérêt historique, c'est une fiche historique qui n'apporte pas grand-chose. Ce qui apporte, c'est un curriculum vitae qui correspond à ce que veut la cible. Et si la cible veut quelqu'un qui transforme une entreprise, il faut que le curriculum vitae montre les transformations que vous avez effectuées dans le passé auprès de telle entreprise, ce qui en était résulté. Il faut que ça parle à la cible. Ce n'est pas fait pour parler avec vous ou à votre entourage, avec un CV brillant, mais qui ne dit rien à la cible. C'est du marketing. Et c'est votre client, c'est le prospect qui va vous recruter. J'ai souvent développé l'idée qu'il fallait avoir une belle histoire à raconter sur soi. On arrive, quand on est un intervieweur habile, comme le sont les grands journalistes, ou comme sont les évaluateurs dans les entreprises, ou les cadres supérieurs, les dirigeants, vous savez poser les questions. Mais vous appréciez quelqu'un qui a une histoire vraie, authentique, dans laquelle l'interlocuteur expose les difficultés qu'il avait et comment il les a résolues et ce qui en est résulté. Une fois que vous avez fait l'interview, que les gens font connaissance, vous allez déjeuner. Ça se passe très bien. On vous invite. Là, vous avez soit un DRH, soit un membre de la direction, soit le patron. Ils aiment bien connaître, comme disent les Anglais, ce qui vous a fait tick. What makes you tick? Et quand ils vous connaissent, avec vos qualités, avec vos défauts, dans votre parcours et comment vous avez résolu les problèmes, ils sont plus proches de vous embaucher par rapport à un candidat qu'ils connaissent uniquement de façon superficielle par ses diplômes, par sa biographie, son CV, mais c'est tout à fait plat comme information. Ils recherchent une certaine épaisseur et développer une histoire cohérente. Alors, il ne faut pas dire n'importe quoi dans cette histoire. Il faut dire des choses qui renseignent l'entreprise sur ce que veut savoir l'entreprise. Que veut savoir l'entreprise? Il veut savoir si vous êtes compétent. Donc, vous racontez dans votre histoire, il y avait un problème de telle nature, et votre compétence s'est exercée, vous avez rétabli les choses, et le résultat a été que, et vous décrivez le résultat. Mais dans la plupart des cas, c'est souvent des problèmes humains, comment vous avez résolu des désaccords, ou comment vous avez expérimenté quelque chose.
Et ça décrit véritablement l'aventure de votre vie. Il faut choisir les 2, 3 moments clés de votre vie, puis vous les embellissez sans dire quoi que ce soit de faux, mais vous les mettez en exergue. Et vous dites, voilà ce que j'ai fait dans telle circonstance. Il faut faire participer le dirigeant qui va vous recruter à votre histoire. Alors, un des éléments importants, c'est d'être capable de répondre, et vous verrez que c'est difficile, en 13 secondes, à la question « Dites-moi où vous en êtes ». Alors, on a appelé ça, vous n'avez pas vu depuis 20 ans, vous prenez l'ascenseur ensemble et vous savez que vous avez 15 secondes, peut-être 30, mais pas plus. Et il vous dit « Où en êtes-vous » Et c'est un président de société qui a très bien réussi. Vous aimeriez bien que cette personne vous aide. Alors la tendance naturelle est de s'égarer. Il dit, bah, je suis cadre supérieur, je suis dans telle entreprise, je fais des tas de choses, vous décrivez votre carrière, après Polytechnique, j'ai fait ça, ça et ça, etc. Et c'est une espèce de petit déjeuner pour les chiens, dans lequel on ne retient rien, et la personne qui vous a vu vous dit, bon, mais bonne chance, salut, au revoir. Et puis, il ne peut rien faire de cette information. Quel dommage. Vous avez rencontré quelqu'un, vous aviez l'occasion de lui dire qui vous êtes et ce que vous recherchez. Un DRH m'a raconté qu'il a voulu aider un de ses amis à trouver un poste et à lui faire le elevator pitch, c'est-à-dire la phrase de 15 secondes ou 10 secondes qui décrit qui il était. Alors il l'a invité à déjeuner et il lui a dit, bon, ben, on va faire cette phrase rapide qui définit qui tu es. Je vais te poser une question et tu vas y répondre. Alors, il a posé la question, dis-moi où tu en es et qu'est-ce que tu fais. Et alors, cet ami a raconté qu'il était dans l'informatique, qu'il travaillait pour une société, il a décrit ses collaborateurs, l'entreprise qui faisait telle chose. Il a écouté, et le type s'enfonçait. Il a écouté pendant 10 minutes, et il a dit stop, maintenant on va recommencer. Parce que tu ne m'as rien dit. Tu m'as décrit un environnement, un film long, varié, et qui n'avait ni queue ni tête. Et il lui a dit, quel est ton job? Alors, il lui a dit, moi je suis directeur informatique. Il lui a posé une deuxième question. Qui es-tu? Ben, j'aide les divisions de taille moyenne de l'entreprise pour aider à améliorer les revenus et réduire les coûts. Stop. Il lui a dit, tu as ton elevator pitch. Tu ajoutes que tu cherches à l'heure actuelle un poste similaire dans tel secteur et tu as tes 13 secondes. Je suis directeur informatique, j'aide à améliorer la productivité au niveau des revenus et au niveau des coûts dans des entreprises de taille moyenne de tel secteur. Et à l'heure actuelle, je recherche un poste de directeur informatique dans une de ces entreprises-là. C'est clair, c'est net. En 13 secondes, vous avez dit à un homme important qui n'a pas de temps à perdre, qui vous donne 13 secondes d'écoute et pas plus. Alors après, s'il est intéressé, il va entrer dans les détails. Et alors, comment faisiez-vous? Quelle était votre méthode, etc. Il faut vous exercer à pouvoir répondre de façon claire et précise, en 13 secondes, qui vous êtes, pour qui vous travaillez, qui vous aidez. Et cette phrase, quand vous la mettez par écrit, peut vous faire la moitié de la lettre
dite de motivation. Ça peut aussi faire l'exergue de votre curriculum vitae ou de votre blog ou de votre page LinkedIn. Il faut communiquer dans la clarté, dans la précision et dans la concision. Alors, les choses que ne font pas les gens, c'est également le réseautage. Donc ça, il y a une longue partie sur le réseautage. Et le réseautage est indispensable parce que moi, je vous donne un exemple. Je suis chasseur de tête, je représente des entreprises, j'ai des mandats à tout moment de recrutement de cadres variés qui sont généralement des directeurs généraux ou des présidents parce que j'ai atteint ce niveau dans la chasse de tête, mais ça pourrait être un directeur des ressources humaines, un membre du comité exécutif. Je n'ai pas le temps à perdre à écouter des longues phrases et des longs dialogues. J'interromps et je dis, mais racontez-moi quelque chose sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et je crois que quand je suis dans le taxi pour aller à un rendez-vous avec un candidat, la première des choses que je fais sur mon smartphone, je mets le nom de la personne et j'ai son LinkedIn. Donc, vous, ça ne vous intéresse peut-être pas d'avoir LinkedIn, mais les gens qui peuvent vous recruter, qui vont décider de votre carrière, eux, ça les intéresse beaucoup parce que ils vont sur LinkedIn, ils appuient sur 3 boutons, ils ont votre CV, ils savent exactement qui vous êtes, ils reconstruisent votre âge très facilement en prenant votre année de sortie ou d'entrée dans l'université, ils ajoutent 18 ou 21 ans, ils savent faire la soustraction et ils ont votre date de naissance à 1 an près. Ils savent qui vous êtes et votre parcours professionnel. Alors, après, ils n'en savent pas plus. Il faut donc faire très attention d'optimiser sa présence sur les réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux, à faire du réseautage. Alors, ce terme barbare veut simplement dire que vous allez contacter des gens qui sont des cibles potentielles que vous aurez nommées et vous les informerez de vos intentions directement ou indirectement. Évidemment, c'est plus puissant si vous le faites indirectement en vous faisant recommander par quelqu'un d'être approché. Je n'ai jamais entendu un dirigeant me dire c'est épouvantable, les gens me contactent. Non, ils sont organisés pour ça, ils sont très flattés. Il y a même des concours dans lesquels ils se disent moi j'ai reçu 10 000 candidatures cette année. Alors évidemment, il ne répond pas à 10 000 personnes, mais au niveau où il peut être interrogé, il reçoit de temps en temps des candidatures et ça ne le dérange absolument pas de les passer là où il faut. Le reste, c'est ce qui concerne les interviews et la façon de se comporter dans les interviews. Alors le principe le plus important des interviews, c'est d'essayer d'orienter la conversation sur l'avenir et non pas sur le passé. La tendance naturelle d'un candidat, c'est de parler du passé, parce que c'est facile. Vous connaissez votre passé, donc vous pouvez le réciter. Et ça n'a aucun intérêt, parce que le passé, c'est le passé. Vous avez été bien il y a 15 ans dans telle entreprise, alors vous allez raconter, ça vous amuse, il y avait ceci, il y avait cela. Bon. Mais là, l'entreprise est différente, le contexte est différent. Est-ce que vous agiriez dans cette entreprise avec la façon dont vous avez réagi il y a 20 ans? En revanche, tout en répondant à la question, on vous dit qu'avez-vous fait dans telle entreprise, vous racontez, vous minimisez le temps de réponse et vous orientez un questionnement, toujours dans le cadre d'une conversation, en disant et vous, avez-vous ce genre de problème dans votre entreprise? Car
en fonction des réponses qu'il vous donne, dites, voilà moi, comment j'agirais si j'étais dans votre entreprise et que j'avais tel problème. Et donc, essayez que le poids de la conversation passe du passé à l'avenir avec eux. Parce que un décideur vous rencontre. Il se dit, vous avez bien réussi ailleurs, dans d'autres circonstances. C'est très bien. Mais chez moi, qu'est-ce qu'il va faire? C'est différent, mon entreprise. Est-ce qu'il est capable de performer de la même façon? Donc, il faut essayer de créer une simulation dans laquelle vous décrivez ce que vous feriez si vous... Ça s'appelle une conversation sur le futur. Et c'est ça qui paye, parce que c'est ça qui convainc l'interlocuteur que vous êtes quelqu'un avec qui on pourrait travailler. Alors revenons aux points les plus saillants des causes d'échec. La première cause d'échec, c'est de croire que le CV et la lettre de motivation sont le nec plus ultra et qu'il faut le passer très longtemps. Non, il faut le faire, c'est important, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Il faut que vous fassiez une lettre de motivation qui explose au visage de la personne, qui va dire « j'ai envie de voir ce type, parce qu'il me dit quelque chose qui me parle ». Donc il faut que vous trouviez une phrase qui correspond au problème actuel de l'entreprise ou de ses valeurs et qui retienne son attention. Alors vous pouvez aussi raconter dans une première phrase qui vous êtes, le fameux elevator pitch. Et il faut dans une deuxième phrase expliquer un exemple concret d'intervention que vous avez réalisé qui correspond exactement à ce que veut l'entreprise. La deuxième cause d'échec, c'est de faire comme tout le monde et d'aller sur les annonces qui sont publiques. Vous portez candidat à un poste sur lequel il y a 50 candidats, vous passez par les chasseurs de tête, ils vont présenter 10 candidats minimum, et vous allez donc être en concurrence, vous réduisez vos chances. Il faut aller sur le marché caché où il n'y a pas de recrutement, ce sont des recrutements virtuels auxquels on réfléchit, des postes qu'on va bientôt créer, et sur lesquels vous serez le seul candidat. Alors l'explication de l'échec des recherches, c'est qu'on sort de sa zone de confort. On est mis en cause, on croit qu'on n'est peut-être pas assez bon, on croit on reçoit des noms tout le temps, parce que le recrutement, ça se passe comme ceci, on vous dit non, on vous dit non, on vous dit non, on vous dit non, et puis à un moment donné, c'est oui, la recherche est terminée. Donc, dans la période où vous ne trouvez pas la bonne cible, on vous dit non, ou bien vous sentez que ça va être non, vous vous retirez, c'est pas agréable. Vous sortez, comme je le disais, de la zone de confort. Et vous vous entourez de sentiments négatifs en disant est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que c'est... Ou alors en disant ces gens-là ne comprennent rien, vous mettez en colère, vous n'obtenez pas les réponses dans les 8 jours, et donc vous dites mais qu'est-ce qu'ils font, ces mécréants, qu'est-ce qu'ils font? On passe par une phase de confusion. Heureusement, vous avez un système, vous avez un plan, vous avez une liste d'entreprises, et vous ne déviez pas de ce plan. C'est comme ça que vous allez vous sauver. Et si vous êtes découragé, vous estimez que jamais vous obtiendrez, à ce moment-là, vous arrêtez. C'est la confusion, et c'est surtout pas ce qui doit se passer. Alors l'interview, la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que c'est mal préparé. Il faut que vous ayez toutes les informations sur l'entreprise avant d'y mettre les pieds. Il faut que vous ayez lu le rapport annuel, il faut que vous ayez parlé à des gens de l'entreprise qui vous donnent un peu l'esprit, un jugement sur les hommes, clés, y compris de votre interlocuteur. Il faut que vous ayez fait une véritable étude du marché
pour pouvoir d'ailleurs expliquer le rôle que vous y joueriez. Cette étude des erreurs ne nous mène pas loin. Elle nous mène à avoir de bons outils, et ça je crois que vous le ferez systématiquement, à avoir une bonne page web, LinkedIn essentiellement, et à bien négocier dans les procédures d'interview. Et le vrai problème, c'est la stratégie. Quel est le poste que vous voulez? Vous saurez répondre objectivement à ces questions. J'ai fait une liste dans un récent webinaire vous permettant de choisir un poste. Quel est le marché? Quelle est la croissance? Quelle est la diversification internationale? Qui sont les dirigeants? Quel est le cours de bourse? S'il y a un cours de bourse? Comment les employés voient-ils l'entreprise? Essayez d'avoir des sources. Mais j'ai indiqué à un moment donné que le vrai critère de choix d'une entreprise, c'est dans quelle mesure, alors ce sont des critères relativement subjectifs, c'est de savoir quel sera votre degré d'autonomie dans le poste, quel est votre niveau de rémunération, quelles sont vos décisions. Je dispose d'un certain nombre d'analyses stratégiques de la façon de réussir un poste, une recherche de poste. Par exemple, LinkedIn a des outils, et si vous cherchez bien, en prenant LinkedIn Premium, vous arrivez à identifier des listes et des cibles de décideurs. Vous pouvez prendre des produits en dessus, un upsell de LinkedIn, qui vous permettent de savoir où vous positionnez. Il existe aussi des logiciels permettant de cibler et de voir si vous correspondez à un poste. Ce sont un peu comme des robots qui vous permettent de faire le travail à votre place. Et nous allons passer maintenant aux questions qui se sont posées, qui ont été posées par certains d'entre vous. Ce sont des questions que je regarde pour la première fois et je vous donnerai donc une réponse spontanée. Si je ne l'ai pas, je le donnerai plus tard. Alors Cyril a posé une question tout à fait intéressante. Il dit qu'elle est générale, sa question. Quelle question recommandez-vous pour laisser une impression positive lors d'un interview? Effectivement, à un moment donné, si l'interview étant terminée, le DRH ou le décideur vous dit, avez-vous des questions? Il faut répondre, ça c'est certain. Si vous dites non, je n'ai pas de questions, tout va bien, c'est signe de passivité et de manque d'intérêt. Donc il faut avoir dans sa besace quelques questions pertinentes. Il faut donc choisir ce qui vous intéresse à poser comme question. Moi, par exemple, je demanderai au DRH, s'il est en face de moi, pouvez-vous me décrire les 2 collaborateurs que je vais avoir sous mon autorité, ou bien mon patron, pouvez-vous me décrire quel type de patron c'est? Voilà, donner des informations. Vous pouvez demander aux décideurs de vous orienter sur la stratégie ou les politiques de l'entreprise qui sont limitantes en matière commerciale, en matière de flexibilité, de devis, etc. Il faut trouver des questions qui vous positionnent au niveau supérieur de stratégie et pas au niveau de l'exécution. Si votre entreprise a-t-elle de nouveaux produits? Que pensez-vous de tel nouveau produit plutôt que de tel autre, etc. Est-ce que vous avez des plans d'expansion internationale? Il faut poser les problèmes à un niveau élevé, montrant que vous avez une dimension et un calibre
qui dépasse le poste peut-être plus bas que vous avez exercé. Question de Christian. Comment identifier les cibles qui ont besoin de moi? Je suis directeur financier en recherche d'un poste également de directeur financier dans une affaire en croissance. Il faut segmenter le travail du directeur financier. Il y a directeur financier et directeur financier. Vous avez le directeur financier qui est un véritable banquier d'affaires, qui va faire des fusions et acquisitions, qui va recommander à son président interne à un moment donné. Et vous présentez les candidats et évaluer cela. Il me semble que les cibles, ce sont celles qui correspondent à votre auto-évaluation. Est-ce que vous êtes un directeur financier trésorerie, stratège, fusion-acquisition, investment banking, ou un directeur financier, contrôle, audit, un peu administratif. Et une fois que vous avez décidé ça, vos listes changent totalement. Parce que vous êtes directeur financier, vous pouvez passer à bien d'autres secteurs qui ont besoin de la finance comme point de départ. Isabelle me pose une question. J'ai échoué il y a 5 ans dans mon précédent poste car l'entreprise était concurrentielle du point de vue des prix. Que dois-je dire si on m'interroge sur un échec que j'ai eu dans mon précédent poste, qui, selon moi, est surtout imputable à mon ancien patron, dont la stratégie de prix allait dans le mur. Alors, j'ai indiqué plutôt qu'on ne dit jamais du mal de son entreprise. Mais on peut dire la vérité aussi. On ne dit jamais du mal nommément de votre ancien patron. Ça, c'est très mal vu, c'est pas une approche intelligente. Et effectivement, vous pouvez, grâce à ça, vous dédouaner un petit peu sur cet échec en expliquant que vous n'aviez pas la liberté de modifier les commissions ou les devis que présentait l'entreprise, que c'était inflexible et que la concurrence, là-dessus, a offert un financement que nous, on n'offrait pas. Voilà, je vous remercie de vos questions. N'hésitez pas pendant la semaine et la période intermédiaire entre les deux webinaires à me questionner sur l'évolution de vos recherches et donnez-moi des informations si vous avez déjà trouvé ou si vous êtes en train de trouver. Vous pouvez aussi me demander conseil sur le choix entre 2 voies, car je pourrais non pas décider à votre place, mais vous aider à décider, ce qui est important. Je vous remercie de votre présence à ce webinaire. Ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui auront le replay dans la journée qui vient, avec les pièces jointes, qui cette fois-ci sont nombreuses, puisqu'il y a deux vidéos sur les échecs et les causes de réussite, et ensuite ce document américain sur les 133 façons de saboter sa recherche d'un poste de cadre supérieur. Je vous souhaite une très bonne semaine et un bon week-end. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez la moindre blocage ou la moindre difficulté. Bonne journée.